Eh bien, bonjour et bienvenue à tout le monde. Petite nouveauté puisque nouvelle rubrique, une de plus, vous allez dire, eh bien oui, 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 tout à fait. Et cette rubrique, de quoi va-t-elle parler? Eh bien, figurez-vous, on va en parler après le générique, si vous le voulez bien. Allez, attention, générique, c'est parti. Et voilà, donc, comme vous avez pu le voir dans le générique, effectivement, nous allons parler de musique de film, puisque le titre Soundtrack Story. Et pour commencer, vous l'avez vu aussi dans le générique, nous allons parler d'un monsieur qui a quand même, qui a marqué, qui marque encore, hein, puisqu'il continue à se produire et à écrire pour les uns et les autres. Eh bien, il s'agit bien entendu de Giorgio Moroder. Alors, Giorgio Moroder, il y a énormément de choses à dire, vous vous en doutez, forcément, le monsieur a une carrière particulièrement remplie. Mais avant, on va faire un petit récapitulatif, si vous voulez bien, justement, de sa petite carrière. Petite, bien entendu, est un terme, voilà. Hein. Alors, Monsieur Giorgio Moroder, eh ben, Monsieur Giorgio Moroder est né le 26 avril 1940 en Italie. Pas besoin de vous dire qu'il est forcément connu, entre autres, pour sa période disco et surtout pour avoir fait la découverte d'une chanteuse se nommant Donna Summer. Alors, elle ne se nommait pas Donna Summer au début, hein, mais après, c'est le nom qu'il lui a donné, Donna Summer. Et avec elle, forcément, ça va être tube sur tube sur tube et sur tube. Et puis, petite chose importante, hein, il faut savoir que dans les années 60, alors qu'il a commencé un petit peu sa carrière professionnelle, eh bien, il va, entre autres, par exemple, être le bassiste dans les concerts de Johnny Hallyday. Si, si, si. Et puis, il va fonder ensuite, il va fonder une... Fonder, le terme est peut-être un peu fort. Disons qu'il va participer, voilà, à une branche d'une boîte justement qui s'appelle Casablanca Records. Et cette branche, donc, c'est la branche Oasis. Et il va en devenir de toute façon le principal collaborateur en tant que producteur et arrangeur. Voilà. C'est ce qui de là apparaît, va partir, parce il va y avoir tout un processus avec Casablanca Records, puisqu'il va avoir, par le biais de Donna Summer, quelques albums à fournir. Et puis après. Mais vous verrez. En tout cas, de toute façon, nous ne sommes pas trop là non plus pour parler de la carrière de Giorgio Moroder, mais surtout, bien entendu, des musiques de films qu'il a pu faire. Néanmoins, on va quand même vite fait comme ça vous dire que il a sorti en 76 Night in White Satin, en 77 From Here to Eternity, en 79 est égal MC2, 83 Solar Return Man, et puis en 85 il a fait un album avec Philippe Oakey qui lui-même faisait partie du groupe Human League. Voilà. Bon, attention, hein, c'est sans compter bien sûr qu'il a créé entre parenthèses le groupe Munich Machine avec qui il fera quelques albums. Voilà. Il s'est lancé dans plein de choses. Entre autres, par exemple, je voudrais juste souligner ça, qui nous a fait la version disco de la musique de Galactica. Mais à l'époque, ça se faisait souvent. Hein. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Je prends le cas, par exemple, du plus connu, entre parenthèses, c'est Meco Monardo, qui nous avait sorti Star Wars, et puis ensuite Every Kind of... non, c'est Encounters of Every Kind, voilà, qui était à la base tiré sur la musique de Rencontre du troisième type. Meco Monardo avait fait aussi Superman. Qu'est-ce qu'il avait fait
Le Magicien d'Oz, Le Loup-garou de Londres, Star Trek, etc., etc., etc. Enfin voilà, à l'époque ça se faisait beaucoup. C'est, si vous voulez, ces espèces de reprises disco des musiques de certains films. Voilà. Et Giorgio Moroder l'avait fait aussi, mais lui, c'était avec Galactica. Mais rentrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, parce que il est quand même important, puisqu'on parle de Giorgio Moroder, il est quand même important de vous parler surtout de ce que le monsieur a fait en matière de musique de film, parce qu'il en a fait quelques-unes quand même, hein, il faut être réaliste. Je vous montre le monsieur quand même, monsieur Giorgio Moroder, et puis on peut dire monsieur parce que avec le nombre de tubes qu'il a à son actif, c'est complètement hallucinant. Et vous verrez que rien qu'au niveau des BO, mais c'est complètement de la folie pour ceux qui, à la limite, pourraient ne pas le connaître. Euh, alors, on va commencer par le commencement. Il faut bien un début. Et ce commencement, ben vous allez voir, c'est une musique qu'il a fait pour un film d'Alan Parker en 1978. Et ce film, c'est celui-ci, Midnight Express. Alors, il faut savoir que Alan Parker, à la base, pour ce film, ne voulait pas Giorgio Moroder. En fait, il avait l'intention de reprendre des morceaux connus de Vangelis. C'était son but. Et en fait, les producteurs du film lui ont dit, attends, on va te faire connaître quelqu'un, tu verras, il est capable de te faire une BO, franchement, aux petits oignons. Et donc, il a connu comme ça Giorgio Moroder. Le problème, c'est qu'Alan Parker, il voyait d'un mauvais œil parce que Giorgio Moroder, pour lui, c'était le roi du disco, entre parenthèses. Et il ne voyait pas son film avec des thèmes disco. Mais Giorgio Moroder lui a proposé 2-3 pistes, et ce qui a fini par convaincre Alan Parker, qui lui a confié la BO de Midnight Express. Alors, il y a une chose à dire qui est quand même assez importante au niveau des BO faites par Giorgio Moroder, en tout cas moins après, mais en tout cas vous allez voir pendant quelques-unes c'est souvent le cas, et celle-ci ne fait pas exception à la règle. Il y a une différence entre la BO et ensuite ce qui va sortir à l'époque sur vinyle, d'accord ? En fait, dès que ça sort sur vinyle, la musique va être réorchestrée. C'est-à-dire que la musique, par exemple, pour Midnight Express, ne sera pas du tout celle que vous allez entendre lorsque vous achèterez le CD. Maintenant, à l'époque, c'était le vinyle ou la cassette. La cassette, oui, ça existait, je vous assure. Parce que les musiques, une fois qu'elles étaient mises sur vinyle, elles étaient réorchestrées. C'est pour ça que, par exemple, le gigatube, parce qu'on peut parler de gigatube, le gigatube Chase, qui dure plus de 8 minutes, lorsqu'on l'écoute sur le vinyle, sur le CD, sur ce que vous voulez, c'est quand même un morceau ultra disco. Voilà, d'ailleurs, qui a fait le bonheur de quasiment toutes les discothèques du monde entier. Alors que dans le film, ce morceau-là, si vous l'écoutez, vous verrez, il est absolument totalement différent. Mais ça arrivera souvent avec les BO qui vont être créés par Giorgio Moroder. En tout cas, jusqu'à un certain point. Après, vous verrez, les choses changeront. Parfois, il n'y a pas de changement. Mais parfois, il y en a. Et pour ce film-là, en tout cas en 1978, eh bien oui, il y aura de toute façon des changements de réorchestration entre la musique du film et la BO qui sortira ensuite en vinyle. Donc ça, c'était en 1978. Et si je ne m'abuse, la même année, non, pas vraiment. Vous voyez que je regarde mes fiches, heureusement. Pour ça, j'ai créé des fiches parce que sinon, vous voyez, je me suis fait des petites fiches sur l'ordinateur, ce qui me permet d'éviter de vous dire trop de bêtises.
Alors oui, il y a un truc aussi que je voulais préciser pour revenir un petit peu avant, parce que c'est vrai que les gens pourraient croire que vous, par exemple, vous pourriez penser euh, que Giorgio Moroder a commencé sa carrière musicale au niveau des BO avec Midnight Express, ce qui est pas totalement vrai en fait. Je m'explique, en 77 par exemple, dans le film de Richard Brooks, À la recherche de Goodbar, euh, on entend, je crois, 2 ou 3 tubes chantés par Donna Summer, mais ce sont des chansons qui étaient déjà, qui existaient déjà et qui ont été rajoutées pour la BO du film. Euh, on peut parler aussi, en 78, de Dieu merci c'est vendredi, Thank God It's Friday, de Robert Klein, parce qu'en fait, alors Thank God It's Friday, bien sûr, ça parlera à personne, c'est à la même période que Saturday Night Fever, la fièvre du samedi soir, mais euh, Thank God It's Friday, c'est vraiment le produit de Casablanca Records. Et Casablanca Records, c'était Nell Bogard et c'était enfin, en tout cas, c'est la période 78, c'est 78 et ce qui va après, c'est vraiment une période ultra disco. D'ailleurs, Casablanca Records va se faire connaître surtout par ses entre parenthèses tubes disco, même si Casablanca va produire quasiment tous les albums de Kiss et d'autres groupes de rock entre parenthèses. Mais c'est vrai que ils vont avoir une influence sur la musique dite disco, même si vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui ont énormément influencé cette musique-là de toute façon. Donc, pour revenir en 78, Dieu merci, c'est vendredi, mais là aussi, une fois encore, on ne peut pas vraiment dire que Giorgio Moroder va être impliqué. Si vous voulez, il est producteur, effectivement, de certaines chansons qui vont se trouver dans la bande, dans la bande originale. Une, entre autres, par exemple, et là, on va un petit peu, élargir un petit peu le sujet. C'est The Last Dance de Donna Summer qui finira par avoir l'Oscar de la meilleure chanson. Giorgio Moroder n'en voulait pas. Voilà, Giorgio Moroder considérait que cette chanson n'était pas en corrélation avec ce que chantait Donna Summer à ce moment-là. On demandait à Donna Summer d'être plus, sexy dans la voix. Voilà. La chanson Last Dance, qui était d'ailleurs écrite et produite par Paul Jabara, qui se trouve bien entendu, forcément, puisqu'il fait partie de l'écurie Casablanca Records, donc il se retrouve, Paul Jabara avait des chansons dans la BO de Dieu merci c'est vendredi, et qui est donc le compositeur et le producteur donc de cette chanson de Last Dance, reprise par Donna Summer. Elle est différente, sa façon de chanter, tout ça est vraiment différent. Et Giorgio Moroder n'était, mais alors pas du tout convaincu par cette chanson. Il pensait que de toute façon, c'était pas le bon moment pour Donna Summer de chanter tel qu'elle le fait dans ce morceau. Et puis il a fini par par se plier, ou du moins par rentrer dans le rang. Et après, on connaît le succès absolument phénoménal qu'a eu cette chanson. Donc. Mais c'est vrai que pour Thank God It's Friday, on peut pas vraiment dire que Moroder et sa patte dedans. Il y a peut-être effectivement 1 ou 2 chansons où il est producteur, où il a participé à la création, mais c'est très très rare le reste. De toute façon, ce sont des gens qui de toute manière travaillaient déjà à l'époque pour Casablanca Records. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse, mais il fallait le préciser. Et donc, en 78, je l'ai dit, Midnight Express, et en 1980, voilà que le monsieur va faire une BO. Alors, une BO, je vous mets tout de suite l'image. Voilà, la BO de American Gigolo. Alors, American Gigolo, de Paul Schrader, avec Richard Gere, et surtout, la fameuse chanson à l'intérieur de cette BO, qui va être mondialement connue et qui va être un véritable carton absolu, total. Mais elle a une histoire, cette chanson.
Pourquoi? Parce que à la base, euh, donc cette fameuse chanson Call Me, hein, qu'on entend effectivement, qui fait partie de la BO du film, et une fois encore, je le précise, là, la musique et la chanson ne sont pas les mêmes que celles que l'on entend dans le film. Même les musiques qui ont été écrites par Giorgio Moroder ne sont pas réorchestrées de la même manière entre le film, que vous l'entendez dans le film, avec le vinyle à l'époque quand il est sorti. Et puis même aujourd'hui, si vous achetez par exemple le CD, vous verrez qu'il y a une réorchestration en fait, et ça arrive souvent avec les BO de films de Giorgio Moroder. Donc, Call Me, cette fameuse chanson Call Me qui est interprétée par Deborah Harry. Alors, il faut savoir que Deborah Harry, eh bien, elle faisait partie du groupe Blondie. Et Blondie, à l'époque, c'était quelque chose. Hein. C'était vraiment un très gros groupe. Euh, et donc, Giorgio Moroder a une chanson qu'il compte inclure dans la BO et qui s'appelle Man Machine. À la base, elle n'est pas pour Debbie Harry, puisqu'elle est pour Stevie Nicks de Fleetwood Mac. Et finalement, en fait, Stevie Nicks, voilà, il traîne un peu la patte et résultat, ça se fera pas. Et donc, il propose la chanson de Giorgio Moroder à Debbie Harry. Sauf que Debbie Harry lui dit, ah non, mais c'est juste pas possible. Non, non, je vais pas chanter ça, moi, c'est même pas en rêve. Il n'en est pas question. C'est quoi ces paroles? C'est quoi ce titre? Donc, elle lui dit, écoute, tu me laisses la soirée, tu me laisses la nuit, demain, on se revoit. Et d'ici là, je t'aurais écrit des paroles et avec un titre, parce que là, c'est tel qu'il est là, compte pas sur moi, c'est non. Et donc, effectivement, le lendemain, elle va revenir revoir Giorgio Moroder et le titre, qui est à la base Man Machine, va devenir Call Me. Et les paroles vont complètement être changées, puisque c'est de toute façon Debbie Harry qui a pris, voilà, qui a décidé de les faire. Et comme quoi, elle a bien fait, puisque de toute façon, le titre va être un giga tube. Voilà. Et nous sommes en 1980. Et ça va être un tube absolument complètement dingue. Ensuite, parce que bien entendu, vous vous doutez bien que la carrière en matière de musique de film, hein, je précise, de Monsieur Giorgio Moroder ne va pas s'arrêter à ça, forcément. Et alors la prochaine BO dont je voudrais vous parler, c'est quand même une BO que j'affectionne particulièrement. Voilà, je vous le dis, c'est vraiment une BO que je peux écouter, que j'écoute très très souvent, parce que c'est vraiment pour moi quelque chose de... c'est une super BO. Alors attention, hein, je précise bien, dans le style en question. Forcément, hein, vous vous doutez bien que c'est pas de la BO à la John Williams, hein, par exemple. On est bien d'accord, c'est quand même du Giorgio Moroder. Surtout que, et je le répète, une fois encore, les BO, tels qu'on les entend sur les CD, vinyles, etc., sont très souvent des réorchestrations des musiques qu'on entend dans le film. Voilà. Elles sont pas tout à fait les mêmes, hein, dans le film. Et donc, cette fameuse BO, eh bien, c'est le premier film d'Adrian Lyne, et c'est Foxes qui a été traduit en français par Sa plane est finie. Je reconnais qu'effectivement, traduire ça par les renards, ça aurait pu poser un petit peu de soucis. Donc, il valait mieux effectivement appeler ça Sa plane les filles, même si je pense sincèrement qu'ils auraient dû rester sur le titre original, Foxes. Mais à l'époque, c'est vrai que les gens n'étaient peut-être pas aussi anglophones qu'aujourd'hui, même si, attention, hein, il y a encore des exceptions, mais moi par exemple, voilà. Mais c'est vrai que Foxes, ça me paraît plus logique, si vous voulez, quand vous regardez le film, que de dire ça plane les filles. C'est vrai que là, ça peut... Et je pense que ça a totalement desservi le film, ça c'est une certitude. Donc, mais là on est là pour parler de la BO, cette fameuse BO de Foxes. Alors, comme vous pouvez le voir un petit peu dans l'encart, donc Donna Summer, Janician, Brooklyn Dreams, Cher, bien sûr Giorgio Moroder, Angel et Kiss Force. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de cet album, parce que c'est un album, une fois encore je le dis, que j'aime beaucoup. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 titres dedans
qui existait déjà. Voilà. Dans cet album, en fait. Le reste, Giorgio Moroder l'a vraiment créé, mais il y a 2 titres dedans qui existaient déjà. Le premier, c'est le titre chanté par Janician, Fly Too High, qui faisait partie d'un album qui était produit et quasiment réalisé par Giorgio Moroder. Alors, qui est Janician? Janician, c'est une femme qui faisait de la folk music, voilà, guitare, chant, vous voyez. Et c'est vrai que beaucoup de personnes lui ont reproché ce changement radical de musique. C'est vrai que avec l'arrivée de Giorgio Moroder, vous vous doutez bien, nous sommes en 1900. Je ne sais pas si je l'ai précisé pour la date de sortie. Nous sommes en 1981 pour Foxes, ça plane les filles. Et puis l'album en question est sorti en 1979 de Janician avec ce fameux titre Fly Too High qui grâce à la BO, Foxes va redevenir, il était un petit peu passé, un petit peu au travers, même s'il avait un peu marché, mais avec la BO, forcément, le titre va être propulsé dans les sphères et ça va devenir un gigatube. Mais c'est pas le seul, voilà. Parce qu'il y a aussi le titre de Donna Summer on the Radio, qui sortira sur des espèces de best-of, on va dire ça comme ça, en version un peu plus courte, puisque la version du film, là, la chanson dure plus de 7 minutes, alors que dans le best-of, elle fait un peu moins de 6 minutes. Voilà. Donc ce sont les 2 chansons, si vous voulez, qui ne font pas partie, qui n'ont pas été créées pour la musique du film. Tout le reste, par contre, a été créé. Giorgio Moroder a créé les chansons, a créé la musique pour le film. Je pourrais vous parler aussi d'Angel. Angel, en fait, c'est un groupe qui est connu aux États-Unis. Alors, personnellement, à l'époque, je connaissais pas vraiment, je vais être franc avec vous. C'était pas trop ma tasse de thé. Ça l'est toujours pas, d'ailleurs, entre parenthèses. Ils ont fait, je crois, 5-6 albums. Et donc, Giorgio Moroder a fait une chanson pour eux dans cet album. Et ce qui est assez surprenant, parce que le titre de la chanson, c'est 20th Century Foxes, qui est à la base, devait être le titre du film. Et puis, ça a été raccourci par Foxes, tout simplement. Ensuite, nous avons Cher. Cher, vous savez, la fameuse chanteuse et puis actrice. Et d'ailleurs, c'est surprenant parce que lorsqu'on écoute, je crois que c'est Bad Love, si je ne m'abuse, le titre de la chanson dans l'album, dans la BO du film, il y a quand même des petites ressemblances, petites et relatives, quand même de sacrées ressemblances, pour être franc, avec une musique de Donna Summer et entre autres, il y a un petit côté on the radio. Voilà. On sent de toute façon la patte Giorgio Moroder. Mais, il n'y a pas que des chansons, et il y a aussi des musiques, ce qu'on appelle des instrumentaux. Et je répète, je vais me répéter assez souvent, je reconnais, mais c'est pour bien vous faire comprendre. Une fois encore, la musique, la BO que vous entendez lorsque vous regardez le film n'est pas la même que celle lorsque vous achetez le vinyle. Il y a une réorchestration, sans aucun problème. Les titres, je prends le cas du gros instrumental du vinyle, puisque c'est Valley of the Dolls que Giorgio Moroder a écrit. Vous l'entendez dans le film et vous l'entendez sur le vinyle, c'est c'est pas totalement différent, le thème est le même, mais si vous voulez, on sent qu'il y a une grosse réorchestration afin de donner au morceau un côté beaucoup plus disco. Voilà. Ce qui est surprenant d'ailleurs. Par contre, il y a des morceaux qui sont vraiment très intéressants. Par exemple, vous avez le thème donc de Foxes, Valley of the Dolls, qui est cette fois repris, je dirais en instrumental, mais avec un orchestre. En tout cas pour le début du morceau, puis après c'est repris au synthétiseur. Et c'est vrai que le morceau marche très très bien, il marche très fort, même si, je le répète encore, cette version que nous entendons dans le vinyle, vous ne l'entendrez pas
pendant le film. Ce sont des réorchestrations à chaque fois. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur Foxys aussi? Foxys n'est jamais sorti en, en CD. Voilà. Alors, en version, je dirais, officielle, en version officielle, il n'y a jamais eu de CD. C'est toujours, si vous le voulez, ça a toujours été soit le vinyle, soit la cassette. Cassette, je ne sais pas si on le trouve, en tout cas vinyle, ça oui. Et on peut trouver effectivement en version officieuse, je précise, en version officieuse, on peut effectivement trouver un CD de Foxys. Mais je précise bien, c'est une version officieuse, ce n'est pas la version officielle parce qu'il n'existe pas de CD de cette BO, il n'y a que les vinyles. Voilà, ça c'était la petite parenthèse que je voulais faire par rapport à Foxys. Autrement, BO absolument extraordinaire, et puis comme je vous dis, de toute façon, ça a permis là une fois encore, à relancer plutôt donc la chanson Fly Too High de Yanis Yann, et puis ça a permis aussi à redonner encore une nouvelle jeunesse à la chanson de Donna Summer qui est On the Radio. Voilà. Ensuite, parce que on continue bien entendu, et en 1982, il va travailler avec un monsieur qui se nomme Paul Schrader, qui sera un remake d'un film de Jacques Tourneur, si je ne m'abuse, de 1942. Et ce film, c'est La Féline, qui va être nommé, bien entendu, par Cat People. Voilà. Alors, même chose, toujours pareil, BO, voilà, mais qui est une fois encore réorchestré par rapport au film, malheureusement, certains diront. Et dans cette BO, nous avons la fameuse chanson Cat People qui est chantée par David Bowie. Alors, il faut savoir que il y a plusieurs versions de cette fameuse chanson. Pourquoi? Alors, vous avez la chanson qu'on entend dans le film, vous avez la chanson qui a été réorchestrée pour le vinyle, enfin pour l'album, on va dire ça comme ça, et David Bowie a repris cette chanson dans son album Let's Dance, qui était produit par Chic, le groupe Chic, mais comme il n'avait pas les droits, puisque les droits appartenaient à Giorgio Moroder, il a été obligé de changer un petit peu la chanson pour pouvoir être capable de la mettre dans son album Let's Dance. Voilà. Et vous verrez, c'est pour ça qu'il y a plusieurs versions de cette chanson. Il y a la version qu'on entend dans le film, il y a la version de l'album, et puis une autre version, celle sur l'album de David Bowie. Autrement, que vous dire que forcément ça a été encore une chanson qui a cartonné. Une de plus, vous allez me dire, au point où on en est de toute façon avec Giorgio Moroder, parce que c'est la vérité, mais quasiment tout ce qu'il a touché, pas toujours, je le reconnais, mais très souvent, il a très souvent touché voilà, ça a été plus que de l'or. Hein. D'ailleurs, on va y revenir avec d'autres BO, vous allez voir, où c'est carrément du stratosphérique. Et celle-là, bien entendu, de Giorgio Moroder ne fait pas exception, une fois encore à la règle, puisque le titre Cat People, qui est chanté par David Bowie, a été un très gros tube à l'époque. Et là, on va arriver alors là à voilà, l'album. L'album, et pourquoi? Pourquoi? Parce que Giorgio Moroder va retrouver Adrian Lyne pour un film qui, comment vous dire, un carton. Je ne crois pas qu'on puisse dire autre chose à part de dire que c'est un carton. C'est un carton absolu, à tel point que, pour vous donner un exemple, l'album s'est vendu, mais alors je crois plus de 25 millions d'exemplaires. Les 2 premières semaines, il était déjà, alors que le film, je crois, n'était pas complètement sorti, je crois, ils en étaient déjà à pratiquement 1 million d'exemplaires de vendus de l'album. Pourquoi? Eh bien parce que ce film, c'est Flashdance. Et dans Flashdance, là vous remarquez,
que le score, hein, c'est bien marqué, vous voyez, score composé by Giorgio Moroder. Euh, et et c'est vrai, mais si vous regardez bien, là, vous n'avez que des chansons. D'accord. Alors, il y a des bémols à apporter, hein, parce qu'il y a effectivement quelques instrumentaux qu'on peut entendre dans le film et qui ont été rajoutés dans une version deluxe de Flashdance. C'est dispensable. Je dis pas que c'est attention, hein, c'est de toute façon du Giorgio Moroder, donc forcément ça vaut le coup. Mais c'est pas obligatoire puisque c'est surtout les chansons qui ont leur importance dans le film Flashdance. Et parmi les chansons, il y en a deux qui vont être des giga, mais giga tubes. Le premier, on va commencer par Maniac, Maniac de Michael Sambello, d'ailleurs qui va lancer totalement la carrière de Michael Sambello, hein, parce que lui à la base n'était que juste guitariste, euh, et ça va lancer totalement sa carrière avec ce titre Maniac et ce premier album qui va sortir. Euh, et là, ça va être un carton absolu, mais total, absolument total. Mais que dire de la chanson titre Flashdance, What a Feeling. Alors là, c'est même pas la peine, c'est chanté par Irene Cara. Alors qui est Irene Cara? Eh bien, Irene Cara, figurez-vous, c'est une jeune dame qu'on peut voir dans un film d'Alan Parker, dans allez, je vais un peu vous aider, une école de musique, mais pas que, une école d'art, tout simplement. Voilà, une école d'art. Euh, Vous avez toujours pas trouvé? Allez, je vais vous aider. Il y a même eu une série. Ils en ont fait une série en plus qui a bien marché, hein, qui a cartonné aux États-Unis même, hein. Donc toujours pas. Oh, et je suis sûr que quand je vais vous dire le titre, vous allez me dire ah bah oui évidemment. Ben alors ce film c'est Fame, voilà. Et donc dedans effectivement il y avait Irene Cara, et donc c'est elle qui chante la fameuse chanson Flashdance What a Feeling, qui a été un giga carton, je vous le répète, un truc complètement dingue. Alors là, comme ce sont des chansons, si vous voulez, il y a pas de différence avec les chansons qu'on entend dans le film, d'accord. euh, je crois que c'est une des BO où là, voilà, il y a pas de différence. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais en tout cas pour celle-là, il n'y a pas de différence entre les chansons qu'on entend dans le film et puis l'album quand il est sorti. Et on continue. Alors je précise bien Flashdance 83 bien sûr. Et on va arriver à un album qui, comme le film, va marquer. Alors, la BO ne va pas forcément être, comment dire, un carton. Mais le film va être tellement emblématique d'une époque que, si vous voulez, ça va profiter à la BO qui sera écrite par Giorgio Moroder. Et cette BO en question, et ce film en question, un film de Brian De Palma, déjà ça doit vous mettre un petit peu sur la voie avec Al Pacino, et ce film, c'est Scarface. Voilà. Alors là, je vous montre la photo parce qu'effectivement, c'est une version de CD, euh, où là, effectivement, il y a plus de musique, il y a plus de choses. Alors, il faut savoir que ce que vous voyez là, hein, de toute façon, euh, vous pouvez le trouver. On pouvait le trouver. Excusez-moi. On pouvait le trouver. Donc, vous le voyez, c'est en bas à gauche. Si vous regardez bien, à côté de Universal, c'est La La Land Records. Alors, La La Land Records, pour les spécialistes de musique de film, ce sont, je dirais, c'est le très très haut du panier. C'est grâce à eux qu'on peut avoir des versions longues, des collectors, etc., etc. Je prends par exemple le fameux collector qu'ils ont sorti pour le film Hook de Steven Spielberg, puisque c'est un coffret 3 CD, c'est-à-dire avec l'intégralité. Mais ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Il y a aussi, si je reprends chez eux, la musique de John Williams pour 1941 de Steven Spielberg, qui est complètement maintenant qui est complètement épuisé, en tout cas chez eux, et qui, sincèrement, je vous préviens, si un jour vous avez des velléités de l'acheter,
commencez à aller voir d'abord votre banquier pour lui expliquer qu'il va falloir faire un prêt. Voilà. Et pour Scarface, donc, puisqu'on revient à Scarface, effectivement, il y a ce double album, enfin ce double CD qui est sorti et qui inclut dedans effectivement des titres que vous ne trouverez bien entendu pas du tout, mais pas du tout, dans l'album, je dirais, qui est sorti dans le commerce normalement. Voilà. Par contre, cet album, je reprends cet album, pour le trouver, ça commence à devenir compliqué et surtout un peu cher. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, c'est, voilà, je pense que Giorgio Moroder s'est mis à la page de ce film. La musique est absolument extraordinaire. Euh, Ouais, franchement, ça vaut. Si vous avez la possibilité, hein, je précise bien, si vous avez la possibilité, c'est vraiment une des BO marquantes de Giorgio Moroder. Oui. Là où il a pu faire d'autres BO où c'était principalement composé de musique, de chansons, pardon. Là, c'est pas le cas. Il y a beaucoup d'instrumentaux, entre autres. Euh, et puis, je vous dis, de toute façon, ça entoure un film qui a totalement marqué toute une génération. Et la BO en a profité, bien entendu, même si elle est, si vous voulez, moins connue, moins accessible, entre parenthèses, que des titres que j'ai pu vous citer auparavant, comme Chase de Midnight Express, comme Cat People, comme What a Feeling, c'est-à-dire Flashdance, n'en parlons pas. C'est une musique qui est quand même, qui est plus axée avec le film, vous voyez. Mais ça n'empêche que dedans, il y a quand même deux, trois chansons qui ont, elles aussi, plutôt très bien marché. Voilà. Donc ça, c'était en 1983, et ensuite on va arriver à un film de Joel Schumacher, d'ailleurs je ne sais jamais comment il faut dire, alors veuillez m'excuser si jamais j'écorche le nom de ce réalisateur que j'adore. Hein. Je précise que j'adore, parce que le monsieur nous a fait quand même quelque chose de démentiel, enfin deux, en tout cas pour moi, Flatliners, pas le remake, hein. Non, oubliez-le, l'original, et puis surtout, un certain Échelle de Jacob, si vous ne l'avez pas vu, mais foncez, c'est monument ce film, monument. Et donc, eh ben là, il va faire donc la BO d'un film, le film de Joel Schumacher, comme vous voulez, qui s'appelle SOS Taxi. Voilà. Euh, je vous mets tout de suite. Voilà, je vous mets ça, c'est l'affiche du film. Et donc, la musique est faite par Giorgio Moroder. Alors là, on commence à rentrer dans les problématiques. Pourquoi? Parce que, premièrement, cette BO, si vous la trouvez, eh ben, écoutez, bravo. Mais en officiel, bravo. Ça veut dire, de toute façon, elle viendra des États-Unis, c'est obligatoire, parce qu'en France, pour la trouver, c'est très, 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 très compliqué. Mais vraiment, vraiment très, très compliqué. Je sais même pas si elle est sortie à l'époque. Si elle est sortie, si l'album est sorti, je vais être franc avec vous, j'en ai aucune idée. Moi, je l'ai connu pas par hasard, mais parce que je savais que dedans, en fait, il y avait Irene Cara, et qui chante d'ailleurs la chanson titre, entre parenthèses, qui a bien marché aux États-Unis. Mais alors, nous, on est passé complètement. Le film est passé complètement au travers, et la BO et la chanson complètement avec. Mais c'est vrai que la chanson entre parenthèses titre, je dirais, de l'album, cette chanson-là a très très fortement marché aux États-Unis. Par contre, là par contre, oui, c'est une certitude. Mais c'est vrai que nous, un petit peu passé au travers. Quant à la BO, elle est composée, aux trois quarts de chansons, je dirais, un petit peu dispensables, à part la chanson d'Irene Cara. Le reste, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est sorti là aussi en 1983. Donc vous voyez qu'en 83, Flashdance, Scarface, SOS Taxi, le monsieur a quand même pas chômé, hein, sans compter bien entendu tout le reste qu'il faisait pour d'autres personnes, c'est-à-dire au niveau des albums, des chansons, etc., etc., etc. Et là, on va arriver en 1984,
1984, alors, 1984, qu'est-ce que je peux vous dire là d'important? Il y aurait beaucoup de choses à dire, tellement de choses à dire. Alors, on va commencer par vous dire que déjà, c'est à la base un livre. C'est un livre absolument extraordinaire, fabuleux, incroyable, génial. Bien plus que, excusez-moi, hein, je risque de choquer plein de monde, mais bien plus intéressant que le film dont, voilà, le film qui a été fait. Un film qui était réalisé par Wolfgang Petersen, euh, mais qui sincèrement n'a pas l'impact, n'a pas la puissance, n'a pas l'imaginaire, n'a rien par rapport au livre. D'ailleurs, entre parenthèses, le livre qui était écrit par Michael Ende, euh, l'auteur a carrément refusé que son nom apparaisse au générique de ce film, tellement il considérait qu'ils avaient absolument massacré son roman. Et je suis pas loin d'être d'accord avec lui de toute façon. Alors ce film, il faut quand même le dire, ce film, vous l'avez certainement reconnu, je me doute, c'est The Neverending Story, l'histoire sans fin. Alors comme vous pouvez le voir, effectivement, il y a une grosse partie qui a été faite par Klaus Doldinger. Alors Doldinger, en fait, c'est quelqu'un qui a longtemps travaillé aussi avec Giorgio Moroder, de près ou de loin d'ailleurs. Et donc, il a fait la musique, une musique que j'aime beaucoup, hein, entre parenthèses. Franchement, c'est une belle BO de Klaus Doldinger. Et comme vous pouvez le remarquer, Giorgio Moroder a fait lui aussi quelques instrumentaux qui viennent se greffer avec la musique du film. Et là, une fois encore, comment ne pas parler de la fameuse chanson titre, The Neverending Story, qui est chantée par Limahl. Alors, Limahl, qui est ce monsieur, ce jeune homme? Parce qu'à l'époque, c'était un jeune homme. Alors, il faut savoir, on va remonter un petit peu avant, avec un groupe qui va se nommer Kajagougou. Oui, je sais, ça s'apprend pas, c'est comme ça, Kajagougou. Et ils vont faire un tube qui va s'appeler Hush Hush Touchai. Voilà. Ça va être un gigatube. Et c'est pour ça, d'ailleurs, entre parenthèses, que Giorgio Moroder va contacter Limahl pour lui proposer de chanter la chanson du film Neverending Story. Mais, entre-temps, ils vont tous prendre un petit peu la trombinette, et surtout Limahl qui est persuadé, voilà, que d'un coup il se rend compte que en fait ce que fait le groupe ne l'intéresse plus, et il va décider de vouloir faire une carrière solo. Donc le groupe terminé, merci, au revoir, allez, c'est fini, aux oubliettes, et disparition, et lui pense continuer à faire une carrière solo, et c'est vrai qu'il commence très fort, puisque ce titre, The Neverending Story, est un véritable carton absolu, un carton total, mais c'est un truc complètement fou, hein. C'est là, la BO et surtout la chanson, mais c'est vendu je crois, c'est 2 ou 3 millions d'exemplaires, mais c'est un truc complètement dingue. Ça a été un giga tube, hein, de toute façon. Le seul, pour moi en tout cas, là, je pense que le seul petit truc que Monsieur Limahl n'avait pas compris, c'est que la BO, enfin du moins la chanson, avait été écrite par Giorgio Moroder. Et que Giorgio Moroder, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il touchait, ça devenait de l'or. Mais malheureusement, une fois que Giorgio Moroder n'est plus là, comment dire, c'est plus compliqué. Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, si on prend le cas de Irene Cara, que j'adore, hein, j'adore vraiment cette chanteuse, qui est aussi actrice d'ailleurs, effectivement, Giorgio Moroder lui a fait des chansons, lui a fait des tubes, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est vrai que lorsque Giorgio Moroder s'est arrêté, du moins de composer pour elle, sa carrière a été très compliquée. Et Limahl va disparaître. C'est malheureux à dire, mais il va disparaître après ce Neverending Story. Il va peut-être faire encore 2-3 petites choses qui vont un petit peu marcher, mais pas tant que ça. Et après, malheureusement, il va disparaître dans les méandres de ces chanteurs qui ont eu un succès et malheureusement qui n'en ont pas eu d'autres après. Voilà. En tout cas, ça c'est The Neverending Story. C'est pas la peine que je vous en dise plus. Je pense que tout le monde connaît le film et surtout tout le monde connaît la fameuse chanson interprétée par Limahl. Et on va arriver ensuite à bien sûr un film
en 1984, parce que là aussi, 84, 3 films. Voilà. Comme quoi, je vous répète, monsieur ne chôme absolument pas. Et donc, pour ce nouvel BO qu'il va faire, là, il va aller beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que il va carrément produire et réinterpréter le film en question. Alors, le film en question est un vieux film, il faut le dire, parce que c'est un film de Fritz Lang. Donc, vous voyez, ça remonte quand même à un petit moment. Et ce film, donc, qui était à la base, hein, donc en 1900, je sais plus combien, 28, exactement, je ne pourrais pas vous le dire. Donc, il va, si vous voulez, il va en acheter les droits et il va le remonter. Alors déjà, il va le coloriser, premièrement, et il va virer la bande son, la bande musicale qu'il y avait à l'époque, et il va moderniser tout ça en mettant des chansons pop-rock. Voilà. Je pense que vous avez deviné de quel film il s'agit. Je vous mets tout de suite l'image et l'affiche du film. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, c'est bien marqué Giorgio Moroder Presents. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il est producteur et il va, pas lui forcément, bien entendu, c'est une équipe, mais c'est surtout sous sa direction, ils vont coloriser le film et lui va changer totalement la musique par des chansons pop-rock. Et comme vous, là aussi, vous voyez Freddie Mercury, Pat Benatar, Adam Ant, Bonnie Tyler, etc., etc. Et Bonnie Tyler, alors pourquoi je parle d'elle plus précisément ? Parce que c'est le tube. C'est le tube absolu de cette BO. C'est un truc complètement dingue. Je crois que le titre, c'est je sais plus. Tiens, ça ne me revient pas là comme ça. Mais la chanson est un véritable carton absolu. Alors, bien sûr, hein, comme vous avez pu le voir, de toute façon, l'album, vous avez vu qu'il y a Freddie Mercury, il y a d'autres chanteurs qui sont très connus de toute façon, mais c'est vrai que cette chanson-là, en particulier, va être un carton complet, absolu, et il en sera de toute façon pas à son coup d'essai, Monsieur Giorgio Moroder. Vous verrez pour d'autres chanteurs, chanteuses, voilà. Il y aura de toute façon là aussi, il y aura de sacrés tubes qui vont être présentés. Alors, le titre de la chanson, parce que je l'ai retrouvé, c'est Here She Comes. Si vous la connaissez pas, vous allez sur YouTube, vous tapez Bonnie Tyler, Here She Comes. Vous allez voir tout de suite, dès les premières notes, vous allez, ah bah oui, évidemment, bien sûr, on connaît. Tout le monde connaît, de toute façon, cette chanson qui a été un giga tube. Un de plus, vous allez me dire, à son niveau maintenant, c'est devenu une rengaine, hein. C'est affreux de le dire, mais c'est vrai que le monsieur n'a pas arrêté de faire faire des tubes, je dirais. Même si, je le répète, pour SOS Taxi, c'est vrai que c'est resté confidentiel, nous, en France, mais aux États-Unis, ça a vraiment cartonné. La chanson a vraiment marché, hein, de toute façon. Et donc, on continue, parce que nous sommes toujours dans l'année 1984, et là, on va parler d'un ordinateur. Oui, je pense que là, d'un coup, vous savez de quoi je veux parler. Le film, si je ne m'abuse, c'est Steve Barron. Je peux dire des bêtises, hein, mais je crois savoir que c'est ça. Et puis, alors là, il y a quelques chanteurs ou groupes qui ont participé à cet album. L'album en question, vous avez reconnu, bien sûr, c'est Electric Dreams. Et comme vous pouvez le voir en bas, Culture Club. Giorgio Moroder forcément, avec Philippe Oake. Alors Philippe Oake, je vous dis, c'est le chanteur de Human League, Jeff Lynne, Even 17, comme j'aime bien le dire, ça fait hurler certains, Pippi Arnold, Ellen Terry, voilà. Alors, on va prendre les plus connus, parce que là, il y a des tubes, hein. Là, il y a de gros tubes. Donc, il y a déjà le Together in Electric Dreams,
la chanson de Giorgio Moroder avec Philippe Oakey, qui a été un giga tube là aussi, mais pas que, parce que il y a aussi les chansons de Culture Club. Culture Club à l'époque, croyez-moi, c'était quelque chose. Ils sortaient, c'était des tubes sur des tubes. Et le slow qui est à l'intérieur, qui s'appelle Love is Love, a été un giga tube aussi, de toute façon. Alors, il y a eu d'autres chansons qui ont bien marché, mais c'est vrai que les deux gros tubes de cet album, c'est la chanson de Culture Club et puis cette fameuse chanson de titre chantée par Giorgio Moroder avec Philippe Oakey. Voilà. Ça, c'est vraiment les deux morceaux qui ont cartonné et tout le monde se rappelle dans le film l'espèce de d'interaction qu'il y a entre l'ordinateur et puis cette jeune femme qui joue du violoncelle. Voilà, je pense pour ceux qui l'ont vu, ils sauront de quoi je parle, bien entendu. Une fois encore, une BO qui a cartonné de toute façon. Et là aussi, vous voyez, un petit peu comme ça a été le cas pour Metropolis, comme ça a été le cas pour Flashdance, comme ce sont des chansons, bien très souvent en fait, on entend la même chose dans la BO. Même si, dès que on a un instrumental, et c'est le cas pour Electric Dreams, si vous écoutez la BO et vous écoutez dans le film, vous verrez qu'il y a une différence. Alors c'est pas énorme, mais on sent la réorchestration une fois encore, en tout cas pour ce morceau-là. C'est le titre s'appelle le duel, je crois. Et vous verrez qu'il y a une réorchestration. Ce n'est pas la même version qu'on peut entendre dans le film. Voilà. Et on continue parce que, bien entendu, il faut continuer. Et alors là, je fais un gros coucou à Juju. Salut Juju, comment vas-tu ? Il comprendra, vous certainement pas, mais lui, croyez-moi, il va comprendre. Parce qu'on va parler d'un petit film. Mais vraiment un petit. Alors là, c'est le genre de film qui est passé complètement inaperçu, et pour cause d'ailleurs, parce que franchement, il n'y avait pas grand-chose à en dire, de toute manière. Si je vous dis Val Kilmer, non, je vous rassure, c'est pas Willow. Non, Willow, c'était avant, donc non, c'est pas Willow du tout. Là, on est un peu plus tard de toute façon, puisque le film en question est sorti en 1986. Voilà. Ensuite, le film est réalisé par Tony Scott. Il y a un certain Tom Cruise dedans. Ça vous dit quelque chose ? Moi, pas trop. Bon, allez, j'arrête le suspense, mais vous savez bien entendu de quoi je parle, puisque forcément, c'est de Top Gun. Top Gun, oui, parce que Top Gun, bien sûr, la musique a été, entre parenthèses, écrite et produite par Giorgio Moroder, mais je vais y mettre des bémols et vous allez voir. Parce que la vraie musique du film, en fait, elle est écrite par Harold Faltermeyer. C'est lui qui a écrit la musique du film. Alors, qui est ce monsieur ? Ce monsieur, vous le connaissez, c'est inévitable. Là, comme ça, le nom ne vous dira rien. Si je vous dis le flic de Beverly Hills, ça vous dit rien ? Allez sur YouTube, écoutez le thème du flic de Beverly Hills, vous allez voir. Tout de suite, inévitablement, vous allez dire, ah bah ouais, tout le monde, je connais. Eh ben, la musique, le thème, et puis la musique d'ailleurs du flic de Beverly Hills, comme la musique pour Top Gun, a été réalisé par Harold Faltermeyer. Alors, il faut savoir que ce monsieur est un ami de longue date de Giorgio Moroder. Et Giorgio Moroder s'est occupé des chansons à l'intérieur de ce film. Pas toutes, mais certaines. Et parmi les chansons, je vais en retenir deux. Voilà. Là aussi, qui ont été des giga tubes. Alors le premier, c'est la chanson de Kenny Loggins, c'est Danger Zone, qui a été un tube, mais complètement, mais stratosphérique, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, comment ne pas parler de la chanson de Berlin, Take My Breath Away, qui alors là, c'est même plus la peine d'en parler, puisque c'est, entre parenthèses, le love theme de Top Gun. À un moment, de toute façon, c'était ce genre de musique, c'est un peu comme pour Flashdance. Vous allumiez la radio, pouf, inévitablement, vous entendiez ça.
Vous pouviez être à 2 heures du matin, à 8 heures, à midi, à 15 heures, pouf, vous saviez que, bon, à un moment, vous alliez entendre Take My Breath Away, comme on pouvait entendre à une époque le Flashdance ou même Maniac. Hein. C'était des chansons qui revenaient, mais c'était en boucle, on n'entendait que ça. Alors là aussi, bien sûr, avec la chanson de Kenny Loggins, Danger Zone. Hein. C'était des chansons qui revenaient en boucle, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On n'entendait que ça, quoi. C'était un truc complètement de dingue. Pas besoin de vous dire que l'album s'est vendu comme des petits pains, une fois encore, bien entendu. Et là, vous voyez, c'est là la différence, c'est que là, les chansons, ce sont les chansons, donc c'est les chansons de Giorgio Moroder, ce sont les mêmes chansons qu'on entend dans le film. La musique, étant donné qu'elle n'est pas écrite par Giorgio Moroder, mais par Harold Faltermeyer, eh bien là, par contre, ils ont sorti, hein, je vais y revenir un petit peu après, là, par contre, vous entendrez dans l'album, qui est composé de la musique, hein, je précise pas des chansons comme c'est le cas là, mais la musique, eh bien, vous verrez que c'est la même musique qu'on entend dans le film. Vous voyez comme quoi, quand c'est Giorgio Moroder, il y a une réorchestration. Quand c'est, par exemple, le cas pour Harold Faltermeyer, alors là, par contre, il n'y a pas de réorchestration, c'est la même chose qu'on entend dans le film. Alors oui, parce que là, je vous montre effectivement cet album, donc l'album de chansons, c'est ce qui est le plus connu, hein, de toute façon. Mais il y a aussi, est sorti l'album de la BO, c'est-à-dire la musique du film, qui elle est sortie. Alors c'est plus confidentiel, bien entendu, ça intéressait plus les amateurs de musique de film, mais elle a lieu quand même d'exister de toute façon, même si effectivement aujourd'hui c'est peut-être un peu plus compliqué pour la trouver. Vous trouverez facilement la BO avec les chansons que de trouver derrière la BO, la musique. Voilà. Donc ça c'est fait. On va continuer parce que on va arriver et là maintenant à des choses qui compliquent un petit peu plus, voilà, parce qu'il faut en parler, hein, de toute façon. Alors là, je vais vous dire Stallone. Oui, Stallone, forcément. Forcément Stallone. Si je vous dis Stallone et si je vous dis gros bras, oui, alors là, vous allez me dire, tu te fous pas un peu de nous parce que Stallone, c'est toujours des gros bras, donc ça, c'est... Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis obligé de le reconnaître, c'est souvent le cas. Voilà. Alors, le film, autant vous le dire tout de suite, il est plutôt du genre dispensable. Voilà, hein, c'est pas non plus un truc voilà, qui est resté dans les mémoires. Alors, certains vous diront, ah, il est fabuleux, extraordinaire, mais enfin, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, d'accord. Le film a été réalisé par Menahem Golan. Alors, qui est Menahem Golan? Alors, ça me fait rire parce qu'en fait, à l'époque, on les appelait, c'était Mémé Yo-Yo, parce qu'il y avait Menahem Golan et je sais plus l'autre. Ah zut. Ah, c'était un nom. Voilà, Yoram Globus. Voilà, oui, ça y est, ça me revient. Donc c'était Yoram Globus et Menahem Golan, et ils avaient formé une société de production et de distribution qui s'appelait la Canon Group. Voilà. Et nous, on les appelait en fait, enfin nous, attention, ma génération, je dirais ça comme ça, on les appelait Mémé et Yo-Yo. Voilà. Ah oui, parce que Yoram, Yo-Yo, et puis Mémé, Menahem. Donc ça donnait Mémé et Yo-Yo. Voilà, bon. C'était pour la petite histoire. Autrement, le film, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, ce n'est pas la peine, on va pas s'étendre là-dessus. Par contre, je vais vous mettre tout de suite, bien entendu, l'image. Par contre, même si le film n'a pas non plus été un, voilà, mais, comme d'habitude, vous avez une chanson qui va être un carton absolu. Mais alors, une fois encore, absolu. Du niveau de Berlin avec Take My Breath Away. Hein. Et cette chanson, c'est la chanson de Kenny Loggins, c'est Meet Me Halfway. Alors, ça a été un véritable carton. Ça vous dira peut-être rien comme ça. Si vous avez des petits doutes, ben écoutez, vous allez, vous savez où, hein, YouTube, voilà, par exemple, et vous tapez Kenny Loggins, Meet Me Halfway.
vous allez voir dès les premières notes, une fois encore, vous allez vous dire ah bah oui évidemment, ah oui oui bien sûr forcément. Tube, tube, que voulez-vous dire d'autre? Tube absolu. C'est un tube complètement dingue. Alors vous remarquez aussi que il y a un titre, ça s'appelle The Fight, qui a été écrit par Giorgio Moroder. Et là, une fois encore, le titre, puisque c'est un instrumental, n'est pas le même que celui qu'on entend dans le film. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que Giorgio Moroder n'aime pas ce... Voilà, il considère que ce qu'il fait pour un film, ça reste dans le film, et après, une fois que l'album sort, ça doit être plus écoutable, entre parenthèses. Je sais pas. Sincèrement, je suis incapable de vous expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que souvent, il y a des changements comme ça qui sont opérés au niveau de la musique et de la BO d'un film. Pourquoi? Allez savoir. Réorchestration en tout cas, ça c'est sûr. Et donc ça, Over the Top est sorti en 1987. On va passer maintenant en 1988. 1988, alors un film... C'est marrant parce que moi ce film-là, je l'aime bien. Alors oui, je sais, bon, vous savez, j'ai comme diraient certains, des goûts de chiottes. Et puis j'en suis fier, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, j'adore avoir des goûts de chiottes. Et ce petit film-là, hop, voilà, je retrouve l'image, c'est important. Eh ben, figurez-vous que la BO est particulièrement bonne. En tout cas, moi, je trouve la BO vraiment très, très intéressant. Voilà, je vous mets tout de suite, c'est le film, c'est Fair Game. Fair Game qui est vraiment, vraiment un super, super film. En tout cas pour moi, hein, je précise, attention, ça ne regarde que moi. Et puis la musique de Giorgio Moroder que je trouve vraiment très bonne. Et, une fois encore, est-il besoin de préciser? Non, c'est plus la peine, hein, je vous l'ai déjà assez dit, donc réorchestration, vous avez compris. Ben oui, et oui, une fois encore, réorchestration, c'est quand même assez hallucinant. Et alors, il faut savoir que ce film, donc, qui s'appelle Fair Game, mais à la base, qui s'appelle Mamba, donc, qui a été réalisé par Mario Orfini, ce n'est pas la seule BO que Giorgio Moroder va faire en compagnie de ce réalisateur, puisqu'il y aura quelques années plus tard, en 1992, mais on va y revenir. Alors, eh bien, là, la BO, franchement, super BO, quelques chansons. Alors, c'est beaucoup plus homogène, c'est-à-dire que il y a pas eu de tube. Je vais être franc avec vous, il n'y a pas eu de tube, il n'y a rien qui en est, voilà. Le film est passé un petit peu, on va dire un petit peu comme ça, hein, un petit peu sous les radars. Il n'a pas vraiment eu de succès. Mais c'est un film que j'aime bien et surtout, c'est une BO que j'aime beaucoup. Même si, je le reconnais, il n'y a pas de morceaux ou de chansons, je dirais, marquantes. Voilà. Il y a effectivement des chansons, il y a de la musique dedans, réorchestrée, je le précise. Mais je trouve que c'est une BO qui s'écoute très bien. Voilà. C'est quelque chose qui s'écoute vraiment très très bien, que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est une des BO les plus les plus homogènes, voilà, les plus homogènes de Giorgio Moroder. À la différence, attention, hein, une fois encore, c'est sûr que si vous prenez, pour moi, sa meilleure BO, je précise BO, ça reste Scarface, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Celle que je préfère, là, c'est le cœur qui parle, je vous l'ai dit, c'est Foxes, parce que cette BO, je peux l'écouter 25 fois dans l'année. Je me dis, je l'ai pas assez entendu, vous voyez, donc... Mais néanmoins, cette musique de Fair Game, je trouve elle a cette homogénéité que certaines BO, par exemple, je sais pas, même Flashdance, par exemple. Flashdance, c'est composé que de chansons. C'est pas le seul. Over the Top, n'en parlons pas. Si vous prenez, par exemple, la musique de Top Gun, j'aime beaucoup ce qu'a fait Harold Faltermeyer, mais c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, je préfère la BO qu'il a pu faire pour pour le film de Beverly Hills, par exemple. Vous voyez, c'est un exemple. À ne pas confondre avec son travail qu'il a fait pour le dernier flic de Beverly Hills. J'ai pas les mots.
Et puis d'ailleurs, il vaut mieux pas que je les ai parce que sinon je risquerais d'être un petit peu virulent, donc c'est pas la peine. Voilà, mais ça c'était juste une petite parenthèse. Donc, en tout cas, bonne musique, bonne petite musique de la part de Giorgio Moroder pour ce film Fair Game. Fair Game qui, je le répète, est sorti en 1988. Et on va arriver, à l'avant-dernière BO. Ça passe vite, hein, déjà, vous vous rendez compte? Oh là là, incroyable. L'avant-dernière BO, et l'avant-dernière BO, c'est aussi quelque chose qui a été fait par ce fameux réalisateur. Alors, il faut juste, voilà, je vous ai retrouvé l'image, important quand même que je vous montre de quoi il retourne. Ça y est, elle arrive, attention, et voilà, boum, voilà. Et c'est ce fameux jackpot. Donc vous voyez, hein, Mario Orfini, voilà, avec Adriano Celentano. Alors Adriano Celentano, ça parlera à personne, hein, ça j'en suis bien conscient, mais c'est un chanteur qui a eu énormément de succès dans les années 80-90 même. Euh, et croyez-moi, demandez un peu à vos mères, vous verrez, vous dites Adriano Celentano, ça te parle? Vous verrez, trois quarts du temps, vos mères vous diront bah oui, évidemment, Adriano Celentano, quand même, évidemment, logique. Alors, comme vous pouvez le voir, donc c'est marqué jackpot, hein, sur le titre, mais il faut savoir que en fait, en France, ça a été nommé classe spéciale. Je peux pas trop vous en parler du film, je vais être franc avec vous, je l'ai pas vu. Et quant à la BO, alors la BO, si vous pouvez le voir, donc Giorgio Moroder s'est occupé des chansons et Anthony Marinelli s'est occupé de la musique, d'accord? Ça arrive souvent, hein, ça a été le cas par exemple pour Top Gun. Hein. Top Gun, Giorgio Moroder a fait les chansons et puis Rolf Altenmeyer a fait lui la musique. Et là, c'est un petit peu la même chose. Par contre, par contre, pour trouver l'album, pour trouver la BO, comment vous dire, c'est compliqué. Eh bien, figurez-vous, on trouve plus facilement la BO, la musique faite par Anthony Marinelli, que de trouver l'album des chansons écrites par Giorgio Moroder. Je sais, ça peut paraître complètement dingue, et je sais aussi, parce que je l'ai, voilà, qu'il y a un bootleg. Alors les bootlegs, hein, voilà, ce sont des trucs qui ne sont pas officiels. Hein. Alors vous avez des bootlegs officieux, hein, ce qu'on appelle les bootlegs faits par les fans. C'est souvent de médiocre qualité, pas toujours, hein, mais parfois. Ensuite, vous avez les bootlegs officieux, c'est-à-dire ceux qui sont en fait balancés, voilà, sur le marché comme ça, par les producteurs, voire le distributeur. Juste, ils font ça un peu pour voir ce que ça donne, si la mayonnaise prend, si les gens sont intéressés, si les gens, s'ils se rendent compte que les gens se précipitent et achètent en masse ces fameux bootlegs officieux, à ce moment-là, ils se disent ah, il y a un public qui est intéressé, boum, on le sort en version officielle. Oui, voilà. Ça n'a pas été le cas pour ce film. Donc c'est resté, si vous voulez, un côté un petit peu officieux. Et donc il y a une version dite deluxe, attention par le deluxe, hein, où il y a sur le premier CD, vous avez les chansons, et sur le deuxième CD, vous avez la musique d'Anthony Marinelli. Voilà. C'est dispensable. Je vais être franc avec vous, c'est dispensable, ça s'écoute, les chansons sont sympas, mais c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, on peut s'en dispenser. Quant au film, je ne peux pas vous en parler, une fois encore, je ne l'ai malheureusement pas vu. Faudrait peut-être que j'essaye de le trouver un jour pour voir un peu ce que ça donne. Peut-être que c'est bien d'ailleurs, entre parenthèses. Je n'en sais absolument rien. Il faudrait que je fasse l'effort pour essayer de le trouver. Et enfin, donc ça c'était classe spéciale, hein, comme vous l'avez vu, Jackpot en 1992. Et ensuite, on va parler du dernier film, et là on est un peu plus près puisque c'est en 2016. 2016, c'est un film avec Sigourney Weaver, mais pas que. Pas que, non, pas que.
Alors, il a eu... Vous savez, ça me fait rire parce qu'en fait, on sort un film avec un titre. Le film marche pas, on le ressort avec un autre titre. Bon, je vous rassure, tout de suite en direct tout vidéo, là, voilà. Pas la première fois, mais la deuxième. Après, c'est voilà, vous le retrouvez en vidéo, et là, vous le trouvez avec un autre titre. Si, je vous rassure. Alors voilà, le fameux film en question, c'est celui-ci. Voilà, vous voyez, là, c'est marqué The Assignment, alors qu'en fait, le titre, c'est Revenge. Donc vous voyez, enfin je pense pas me tromper, j'aurai un de mes fiches, parce que sinon c'est Revenger, pardon, veuillez m'excuser, c'est Revenger. Donc vous voyez Michel Rodriguez avec Sigourney Weaver, et la musique a été composée par Giorgio Moroder. Ne la cherchez pas, je l'ai jamais trouvée. Alors, encore, je précise, elle existe peut-être, voilà, mais sincèrement, je ne l'ai jamais trouvée. Apparemment, il paraît que à une époque, Varese Sarabande, alors Varese Sarabande, ce sont des spécialistes de musique de film aussi, aurait sorti l'album, mais je l'ai jamais vu, je vais être franc avec vous. J'étais pourtant même à une époque affilié à Varese Sarabande, donc je recevais, tous les mois, je recevais un espèce de catalogue, on va dire ça comme ça, avec toutes les nouveautés. Je ne l'ai jamais vu. Donc je sais pas du tout. Est-ce que c'est là aussi, si vous voulez, Varese avait sorti une espèce de bootleg sous le manteau pour prendre un petit peu la température, et puis quand ils se sont rendus compte que ça intéressait pas grand monde, ils se sont dit bon bah c'est bon, on laisse tomber, on sort pas l'album. Je n'en sais absolument rien, je vais pas vous mentir. Personnellement, je vais être franc aussi, le film, je l'ai vu, c'est sympa, je veux pas cracher dans la soupe, c'est pas un chef-d'œuvre, je vais être franc aussi. Mais non, je passais un bon moment. C'est pas extraordinaire, mais j'ai passé un bon moment, oui, c'est vrai. Quant à la BO de Giorgio Moroder, je vais être franc avec vous. Comment vous dire? J'en ai plus vraiment de souvenirs. Mais vraiment, je suis... Autant, si vous voulez, Giorgio Moroder a fait des choses qui m'ont marqué à vie. Voilà, c'est une empreinte absolue, indélébile. Autant là, pour cette musique de film, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais bon, peut-être que si un jour j'avais la chance de l'écouter plus sérieusement, peut-être que je redéfinirais mes propos et que je trouverais à ce moment-là, peut-être que c'est pas si mauvais que ça en fait. Voilà. Mais bon, après. Alors, j'ai fait un petit peu l'impasse sur certaines choses. Alors, en 1989, il va faire la musique d'un film de Joe Pytka, que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Let It Ride. Je ne connais pas non plus ce film, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Je ne sais absolument rien de plus. Il va faire aussi des BO pour des documentaires. Voilà. Il va faire la BO aussi d'un téléfilm qui va être c'est Rock and Roll Hall of Flame Induction Ceremony. Personnellement, je n'ai pas vu le téléfilm, et alors là, je suis quasi sûr, c'est jamais, en tout cas, moi, à mon petit niveau, je précise une fois encore, j'ai pas l'impression que ça soit sorti un jour en album. Et enfin, en 2018, c'est une série télévisée, c'est Reine du Sud, que je n'ai pas vu, je vais être franc aussi, et donc je ne sais absolument pas ce que vaut la BO écrite par monsieur Giorgio Moroder. Voilà. Bah écoutez, si je peux préciser un petit peu comme ça rapidement, parmi les récompenses qu'il a eu en 79, donc il a eu l'Oscar de la meilleure musique pour Midnight Express, il a eu le Golden Globe, toujours pour Midnight Express, il a eu l'Oscar de la meilleure chanson originale, What a Feeling, pour le film Flashdance en 84, le Golden Globe de la meilleure musique, il a eu le Golden Globe de la meilleure chanson. Il a eu le Grammy Award de la meilleure composition instrumentale pour Flashdance. Il a eu le Grammy Award de la meilleure bande originale pour Flashdance. Il a eu l'Oscar de la meilleure chanson pour Take My Breath Away de Berlin.
pour le film Top Gun. Il a eu le Golden Globe de la meilleure chanson originale pour Take My Breath Away, le Grammy Awards pour un enregistrement dance pour Carry On, c'est une chanson de Donna Summer, et puis il a eu un Grammy Awards de l'album de l'année pour Random Access Memories de Daft Punk, où il a été invité. Voilà. Il a eu d'autres nominations, la nomination pour la meilleure chanson originale pour le film American Gigolo, Call Me. Il a eu le Golden Globe, donc ça, attention, ce sont les nominations, je précise. Donc, nomination du Golden Globe pour la meilleure musique pour American Gigolo, pour Scarface et pour La Féline. Voilà. Ben écoutez, là cette fois, je crois vous avoir tout dit, allez, on va dire, ou presque. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir un peu plus en profondeur les BO, les différentes BO de Giorgio Moroder. Une fois encore, on parle de BO, hein, parce que si on commence à parler de musique, de chansons qu'il a écrites, je vous rassure, cette vidéo, va faire 25 000 heures, et en plus de ça, il va falloir la faire en 35 parties. Donc, ça n'est juste pas possible. Donc, là, on parlait de BO, bien entendu, puisque la rubrique, vous l'avez vu, s'appelle Soundtrack Story. J'espère que ça vous a plu. Écoutez-moi, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi si ça c'est un truc qui vous branche. Si vous dites, tiens, pourquoi pas, j'aimerais bien voir un petit peu d'autres sujets, d'autres réalisateurs, d'autres compositeurs, parce que vous verrez aussi, c'est pour ça que je précise bien réalisateur-compositeur, parce que vous verrez que parfois, des réalisateurs sont aussi compositeurs. Un exemple concret que tout le monde connaît, on prend le cas de John Carpenter, par exemple. Il est réalisateur, mais il est aussi compositeur de musique de film. Vous voyez, donc, on pourrait très bien en parler d'ici peu. Mais d'ici peu, je voudrais aussi vous parler de gens qui sont un petit peu moins connus. Enfin, voilà, bon. Vous verrez, ce sont des surprises. Et puis, parfois, je vous parlerai juste d'un album. Un album, par exemple, je voudrais vous parler... vous connaissez Linda Blair ? Non, mais si, l'exorciste, voyons, l'exorciste. Donc, oui, vous la connaissez. Donc, Linda Blair, figurez-vous, imaginez Linda Blair sur des rollers. Si, sur des rollers. Et le film s'appelle Roller Boogie. Et c'est produit par Bob Esty. Et qui est Bob Esty ? Ça, vous le saurez dans la prochaine émission. Dans une des prochaines émissions, entre parenthèses. Bon, allez, j'arrête de parler. L'émission est déjà très longue, puisque je regarde, nous sommes à 1h18, c'est scandaleux. Moi qui voulais faire un truc de 3 minutes, non, je plaisante, j'abuse, c'est impossible de toute façon, quand on parle de la carrière d'un monsieur comme Giorgio Moroder, on ne peut pas faire ça en 3 minutes, c'est vraiment pas possible. En tout cas, merci pour ceux qui regarderont cette vidéo. Merci pour les commentaires. Surtout, n'hésitez pas, en bien en mal, de toute façon, parce que de toute façon, je suis pas une star, comme on dit. Et puis vous commencez à me connaître, je raconte beaucoup de bêtises. Donc, reprenez-moi si jamais j'ai dit des bêtises. Ça fera avancer de toute façon la rubrique et puis la chaîne aussi. Et puis moi, je vais vous laisser. Oh là! J'allais oublier, mais là, c'est un scandale, c'est pas possible. Je me serais fait taper sur les doigts. Très important. Cœur sur vous. Et n'oubliez pas, la musique, les séries, le cinéma, ça n'a pas d'âge. Voilà. Faut être réaliste. Allez, je vous laisse. Salutations à tous. Portez-vous bien et à très vite dans de nouvelles aventures. Salutations, bye bye.